Merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, l'émission sera consacrée en grande partie à deux sujets majeurs. Le premier, c'est le processus électoral, la CENI qui est en train de déployer ses activités en vue des élections à venir. De l'autre côté, l'incompréhension entre des partis politiques de l'opposition et le département fichier électoral de la CENI autour du concept fictif. Concernant l'audit du fichier, y a-t-il des fictifs ou tout simplement des éléments qui sont dépourvus de données alphanumériques? Comment comprendre justement cette question? Nous avons donc décidé de donner la parole à M. Mamadi Touakaba, qui est donc le président du comité technique d'audit du fichier électoral, donc qui ont travaillé, qui a supervisé le travail des experts sur le fichier. Il nous dira tout à l'heure les dessous. Et puis toujours avec lui, nous parlerons de recrutement d'un opérateur international pour justement le travail qui doit être fait sur le fichier. Là aussi, vous avez vu que l'opposition indexe une volonté de la part de la CENI de recruter quelqu'un qui serait déjà choisi par le président. Comment le processus doit être mené de sorte que ce soit transparent, que l'opérateur qui sera recruté le soit sur la base d'un appel standard et qui répond aux normes. La question sera posée à notre invité, il va y répondre. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du milieu des médias, des journalistes. En ce moment, qui crient leur colère contre la violation de la loi L002 qui régit la liberté de presse dans notre pays, que certains magistrats seraient en train de mettre de côté pour invoquer la loi sur la cybersécurité afin de traquer les journalistes dans le but sans doute de les envoyer en prison. Là aussi, quel est le regard du juriste sur l'utilisation de cette loi, ce que les magistrats devraient en faire? Monsieur Mamadi Touakaba répondra à ces différentes questions. Il est déjà sur ce plateau. Monsieur Kaba, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, et merci à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci surtout de la disponibilité. Alors, pour aller encore un peu plus vite, le premier sujet, c'est bien le sujet concernant le fichier. Vous avez été président du comité technique d'audit du fichier et donc vous avez supervisé le travail des experts. Et on sait qu'il en est sorti ce qu'on peut appeler les recommandations. Maintenant, aujourd'hui, on voit cette dispute entre les membres de l'opposition et la CENI autour de l'affaire de fictifs. Certains pensent qu'il y a réellement des fictifs, ça c'est les gens de l'opposition, et qui accusent les membres de la CENI de ne pas vouloir dire clairement qu'il y a des fictifs, mais de dire seulement qu'il y a des éléments qui manquent de données alphanumériques. En clair, qu'est-ce qu'on peut une fois encore, je ne sais pas, comprendre derrière le travail que les experts ont fait? Je ne peux commencer sans d'abord vous remercier de cette opportunité parce que vous œuvrez pour la compréhension de nos téléspectateurs, pour éviter bien entendu la confusion et chose qui peut nous amener à des conséquences que nous ne pouvons pas calculer. En effet, il faut dire que l'audit du fichier électoral fut un accord, un des points de l'accord global du 12 octobre 2016. Les acteurs politiques se sont retrouvés et ils se sont entendus de faire un audit complet du fichier électoral avant toute autre élection nationale. Et c'est que les seules élections qui devaient ou qui pouvaient se tenir sur la base du fichier actuel, c'était les communales passées. Et donc pour les législatives, pour la présidentielle, il faut d'abord faire l'audit du fichier et avant d'aller à ces élections nationales. Et alors, pour maintenant que le processus soit inclusif, que le processus soit transparent et que les acteurs n'aient pas encore des suspicions à soulever, eh bien, d'abord, il y a eu la mise en place du comité de suivi qui est présidé par le ministre de l'administration du territoire, général Bourima Condé. Et ensuite, il fallait mettre en place un deuxième organe qui devait être chargé de superviser tous les aspects techniques, mais aussi pratiques de l'audit qui devrait être fait. Ce deuxième organe fut bien le comité technique d'audit du fichier électoral. J'ai eu l'honneur de présider ce comité-là. Et donc les travaux de l'audit ont débuté le 8 août 2018 et ils ont pris fin le 10 octobre 2018, c'est-à-dire que le rapport final de l'audit a été déposé, a été transmis
au président du comité de suivi le 10 octobre 2018. Combien de mois de travail? En fait, vous savez, selon les cas, d'abord, entendons-nous qu'il y a eu un cahier de charge qui a été rédigé par les acteurs politiques, comme pour dire que les différentes étapes qui devaient faire l'objet ou qui devaient être, tel que l'audit devait être conduit, l'examen devait porter sur les aspects sur lesquels l'examen devait porter. Les acteurs politiques ont pris le soin de définir tout ça dans un document appelé cahier de charge. Et donc, selon le temps qui était imparti ou qui était prévu, c'est que le travail devait se faire en 25 jours. Mais comme je l'ai dit au lancement de ces travaux-là, si le travail, naturellement, présentait des difficultés, on pouvait dépasser ces 25 jours. C'est ce qui a été le cas. Les 25 jours ont été dépassés parce que le travail a montré quand même une certaine particularité et où il fallait quand même aller au-delà du temps prévu, au-delà du mandat qui nous a été consacré. Et donc, je voudrais dire que la question que vous soulevez, elle est pertinente et elle est importante pour la cohésion, pour la paix même. Parce que le fichier électoral est le registre des électeurs. Absolument. Quand on parle d'une élection, il y a essentiellement ces trois paramètres. C'est un peu le nerf de la guerre électorale. Tout à fait. Le premier paramètre, c'est bien ce fichier électoral. Parce que pour voter, il faut que vous soyez inscrit sur le fichier, dans le fichier électoral. Le deuxième paramètre, le cadre juridique, les lois et autres. Et le troisième, l'organe de gestion. Donc le fichier électoral est un paramètre important dans le processus électoral, autour duquel il doit y avoir un maximum de consensus ou tout au moins une compréhension, une transparence, une compréhension pour éviter que chacun ne fasse une lecture comme cela pourrait l'arranger. Il faut qu'on évite cela. Je salue encore votre interpellation en tant que président de ce comité-là, pour au moins que l'on donne la version ou vraiment la version qui doit être celle admise par l'opinion nationale. Parce que, encore une fois, moi je suis de la société civile, et donc je dis ce qui a été révélé dans le rapport final. Et j'invite tous les téléspectateurs qui nous suivent de s'approprier du contenu de ce rapport. C'est un rapport qui fait 93 pages, et pour vérifier la véracité de tout ce que je vais dire tantôt. Alors je dis, le concept fictif, sans rentrer dans le commentaire qui est fait par les acteurs politiques, je dis bien que dans le rapport final, nulle part on parle de fictif. L'audit n'a jamais révélé qu'il y a un nombre de fictifs dans le fichier électoral. Donc, parce qu'il y a effectivement un nombre très élevé, 1 530 000 et quelques électeurs qui n'ont pas leurs données biométriques au complet. Et c'est là où la précision elle est importante pour faire la part des choses entre les données biométriques et les données alphanumériques. Les données alphanumériques, ce sont des données qui sont liées au nom, au prénom, à la filiation, au domicile, à la profession, au bureau de vote. Donc, ce sont ces données-là appelées alphanumériques. Les données biométriques, c'est la photo, les empreintes. Et donc, l'audit a effectivement révélé que sur les 6 millions et quelques d'électeurs, il y a 1 million et quelques qui n'ont pas, bien entendu, leurs données biométriques au complet. Ça veut donc dire quoi? Qu'il y a des électeurs dont les empreintes n'ont pas été, ne pouvaient pas être exploitées. Et donc, l'équipe d'experts, les experts qui étaient au nombre de 7, ont trouvé des justifications ou des raisons pouvant justifier cet état de fait. Je ne dis pas absolu des raisons qui justifient, mais des raisons pouvant justifier. Cet état de fait. Et l'une de ces raisons majeures, c'est qu'il y a eu plusieurs opérateurs qui ont travaillé sur le fichier guinéen, le fichier électoral guinéen, au fil du temps. Depuis qu'on a commencé les élections, surtout le début de la biométrie qui date de 2002. Et donc, les opérateurs qui ont travaillé sur le fichier n'utilisaient pas les mêmes systèmes. Et donc, du coup, d'un opérateur à un autre, vu que les systèmes n'étaient pas compatibles, l'interopérabilité entre les systèmes, vu que cela n'était pas compatible, le transfert de données du logiciel ou du système d'un opérateur vers le système d'un autre opérateur, ce transfert s'est opéré avec une altération de certaines données biométriques, notamment les empreintes. Donc l'équipe d'experts révèle
que cela peut être une justification, de cet état de fait. C'est aussi qu'il y a naturellement des citoyens, vu des activités physiques qu'il exerce, l'empreinte peut être abîmée. C'est-à-dire que quand vous faites la prise d'empreinte, au un moment, après la prise, ces empreintes deviennent inexploitables. C'est-à-dire, voilà, les agriculteurs, voilà, en tout cas, ceux qui exercent des activités physiques, et donc vous verrez que la pomme ou l'empreinte ne peut pas être exploitée après avoir fait la prise. Et donc, que cela aussi peut être une explication pour cet état de fait, la perte de ces données biométriques. C'est aussi le cas des citoyens, naturellement, qui n'ont pas du tout les membres supérieurs, qui n'ont pas les bras, les infirmes. Et donc, c'est vrai, le nombre, il est exact. Il y a 500 et quelques électeurs dans le fichier électoral, dont les données biométriques ne sont pas au complet. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des fictifs. Non, le terme fictif n'existe pas. Alors, ce qui doit être le souci de tous maintenant, c'est de voir que les recommandations telles qu'elles ont été formulées par l'équipe d'experts, que ces recommandations soient prises en compte. Et l'une de ces recommandations fortes, c'est que chaque électeur doit revenir devant une CARL, une commission administrative de révision des listes électorales, pour soit compléter ces données biométriques ou de les corriger. Alors, à ce moment, est-ce que les recommandations disent qu'il faut que tous les électeurs potentiels reviennent, y compris les 1 million et quelques là, dont les données ne sont pas complètes, pourraient être au sein de la masse électorale qui reviendrait devant les cartes? Ou est-ce que ces 1 million et quelques étant connus déjà, sont ceux-là qui doivent venir devant les cartes? Non, la recommandation concerne tous les électeurs. Tout le monde. Et encore, cette recommandation va plus loin. Parce que votre maintien dans le fichier électoral est subordonné à votre venue devant une CARL. Donc c'est 1 million et quelques là. Dès lors qu'il y a une phase de révision et que ces gens-là, on se rend compte après qu'ils ne sont pas revenus pour profiter et compléter leurs données, seront à ce moment retirés du fichier. Absolument. Absolument. Ça serait donc, c'est une procédure de radiation qui doit être donc conduite contre toute personne qui ne se serait pas présenté devant une commission administrative de révision des listes électorales. Donc ça, cette recommandation, ma foi, elle permettra de taire toutes les suspicions autour, mais à l'état actuel, on ne saurait dire que dans le fichier électoral, il y a tel nombre d'électeurs qui est considéré comme fictif. Parce qu'il faut rappeler, notre fichier électoral a une histoire, et il ne date pas d'aujourd'hui. Comme je dis, le début de la biométrie, c'est en 2002, et donc depuis tout ce temps, où le fichier a été manipulé, où plusieurs opérateurs ont travaillé sur le même fichier. Et donc, d'anomalie en anomalie, nous nous sommes retrouvés à ce niveau. Mais on ne peut pas aujourd'hui attester ou établir que ce nombre-là correspond effectivement au fictif. Parce que le terme fictif veut dire que ce sont des personnes qui n'ont aucune donnée et qui ont été infiltrées, qui ont été insérées pour des besoins inavoués. Et non, ces personnes-là ont bien des données alphanumériques, mais les données biométriques sont donc l'empreinte et la photo, ce sont ces données-là, naturellement, qui ne sont pas au complet, ou tout au moins qui ne sont pas exploitables. Il y a l'autre question aussi de dédoublonnage. Le dédoublonnage où on peut voir où 2 ou 3 personnes ayant les mêmes renseignements, et donc la même recommandation, lorsqu'elle est suivie à la lettre, permettra de répondre à toute cette question de dédoublonnage, parce que c'est vrai, il y a des efforts ont été faits pour procéder à une comparaison de chaque électeur par rapport à l'ensemble des électeurs inscrits dans le fichier électoral. C'est ça le processus de dédoublonnage. Maintenant, les systèmes peuvent montrer leurs limites, leurs faiblesses, et c'est pour toutes ces raisons que cette recommandation forte devrait être aujourd'hui la préoccupation pour que chaque électeur puisse venir devant une CARL pour soit compléter ses données biométriques si elles sont manquantes, ou de procéder à la correction, parce que c'est l'un des motifs, ou c'est l'un des points qui, naturellement, a été inscrit aux accords politiques du 12 octobre 2016. Je pense que si on doit attendre d'une voix des plus autorisées pour donc lever l'équivoque, la confusion autour de l'incompréhension qu'il y a entre
certains de l'opposition, des partis politiques et la CENI sur le concept de fictif. C'est bien entendu la voix du président du comité technique d'audit du fichier qui a donc supervisé le travail des experts qui ont été recrutés dans des conditions que donc, les politiciens eux-mêmes ont avalisées. Et donc il s'agit de M. Mamadi Tourakaba qui est sur ce plateau et qui l'a dit, vous l'avez compris, on ne saurait parler de fictif à ce stade. Pour l'instant, il y a 1 500 000 et quelques personnes dont les données biométriques ne sont pas au complet. Et ces données ne peuvent être complétées que quand ils reviennent à l'occasion d'une révision du fichier avec tous les potentiels électeurs, bien sûr. Tout à fait. Et c'est pour cela, justement, qu'en parlant de révision du fichier, qu'on parle de recrutement d'un opérateur qui fait aussi objet de débat au sein notamment de la classe politique, entre notamment l'opposition et la CENI. L'opposition qui donc aussi, on va dire, soupçonne une volonté des velléités de vouloir recruter un opérateur qui ne répondrait pas aux attentes et aussi un recrutement qui ne répondrait pas aussi aux normes de passation de marché. Vous avez sans doute suivi ce débat où on a entendu parler d'un opérateur comme Novatrix qui a été toujours cité par exemple par Sidia Touré. Vous, quelle est votre... D'abord, la recommandation qui a été faite concernant le recrutement d'un opérateur et les conditions de passation de marché. C'est aussi un aspect sur lequel il y a beaucoup de suspicions. Et je peux dire ici, à l'opinion nationale, que nulle part dans le rapport final de l'audit du fichier électoral, il est indiqué le type d'opérateur, c'est-à-dire le statut de l'opérateur qui doit être recruté par la CENI pour faire la révision. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement un opérateur international ou un opérateur local. Nulle part dans le rapport, cela n'est mentionné. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être le cas. Quand vous prenez la Constitution, l'article 132 de la Constitution dispose très clairement que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est chargée de l'établissement du fichier électoral et de sa mise à jour. Donc ça, ce sont des attributions constitutionnelles de la Commission électorale nationale indépendante. On ne saurait donc imposer à cette commission le recrutement d'un opérateur qui doit faire le travail pour lequel cette commission est instituée. On doit la laisser faire. Absolument. Vous savez, ce qui trompe un peu, je suis d'accord que la CENI est un organe, disons, la raison d'être de la CENI, c'est parce qu'il y a des compétiteurs, parce qu'il y a des partis politiques, il y a des acteurs politiques. Mais ce qu'on doit aussi comprendre, la CENI est une institution constitutionnelle. Ça, on doit bien le savoir. Et elle est différente des anciennes CENI, parce qu'elle a une base constitutionnelle. Et la Constitution en tant que norme suprême, en tant que première loi de l'État, c'est cette Constitution, son article 132 qui dispose ainsi. C'est la CENI qui établit le fichier électoral et qui procède à sa révision. Et donc, l'audit ne pouvait nullement imposer à la CENI que c'est ce type d'opérateur que vous devez recruter, un opérateur international ou un opérateur national. Ce qu'il faut dire, si la CENI manque de l'expertise nécessaire pour faire ce travail-là, elle est tenue obligée de recruter un opérateur. Mais on ne saurait imposer à la CENI le type d'opérateur. J'insiste sur ça parce que ça n'a été nullement l'objet de l'audit du fichier électoral. Ce qui a été par contre dit, c'est que la CENI dans ce travail-là doit œuvrer pour que les standards internationaux puissent être respectés. Quand vous parlez de, vous savez, les élections, les passations, vous savez, l'expertise de l'opérateur qui doit être recruté, entre autres. Non, vous savez, quand vous parlez d'élections, il y a des standards, il y a des normes internationales qui régissent les élections. Vous ne pouvez pas vouloir faire l'élection en Guinée en oubliant, en faisant dos à ces standards internationaux. Absolument. Il y a différents, quand vous prenez la cryptographie, ces différentes techniques ont une base internationale et donc ces standards internationaux devraient être pris en compte par la CENI. Quand vous prenez par exemple le data center, c'est-à-dire le siège même où le fichier électoral est logé, et donc les normes de sécurité, il est demandé à la CENI de faire en sorte que ces normes de sécurité puissent répondre aux standards internationaux. Donc ces recommandations dans ce sens-là ont été formulées.
Mais nullement il est dit que la CENI doit recruter un opérateur international pour procéder à la révision du fichier électoral. Alors, les soupçons venant d'ici et là, quand par exemple Sida Touré dit Alpha Condé a recommandé que la CENI prenne Novatrix qui va faire son travail de sorte que le fichier lui soit favorable, ça ne peut rester que des soupçons d'un politicien, vous pensez? Mais la CENI doit avoir les coups de frange pour faire ce travail. Vous savez, je n'ai pas les sources d'information. C'est pourquoi il me sera difficile de commenter les propos des acteurs politiques. Ils ont des sources dont je ne saurais vérifier. Ce que j'ai pu dire, c'est que dans ce travail-là, il faut voir le travail et non celui qui fait le travail. Parce que, comme si je rappelle l'article 132, le débat prend fin ici. On ne peut imposer à la CENI qui doit faire le travail. Mais par contre, tel que le rapport formule les recommandations, le souci doit être pour tous les citoyens, pour tous les acteurs politiques, pour que ces recommandations soient prises en compte telles qu'elles ont été formulées. Donc il faut suivre la CENI dans la mise en œuvre de ces recommandations-là. Est-ce qu'elles sont prises en compte ou pas? C'est ça qui doit être la préoccupation, que de dire il faut que ça soit tel ou tel. Par contre, un consensus autour des opérations électorales ou des étapes du processus électoral n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire que les acteurs politiques, vu qu'il y a un certain doute, il y a une certaine hésitation face à l'organe de gestion des élections, et s'ils s'entendent avec cet organe-là par rapport au statut de l'opérateur qui doit faire le travail, ce consensus n'est non plus pas une anomalie, n'est pas une mauvaise chose, mais on ne saurait faire de cela une obligation à la CENI. C'est de ça je veux dire. On ne saurait en faire une obligation imposée à la CENI, mais en revanche, avec un consensus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un consensus autour du processus, autour des opérations. Si ce consensus est obtenu pour dire oui, vu l'expertise, vu la suspicion entre nous, vu le manque de confiance entre nous, nous souhaitons que ce soit un opérateur international et que les acteurs s'entendent sur ce point-là. Personne ne peut dire le contraire. Mais on ne saurait s'appuyer sur le rapport de l'audit pour dire non, c'est le rapport de l'audit qui impose cela à la CENI et que la CENI est obligée de faire ainsi. C'est de cela que je suis en train de parler. Non, nulle part il est indiqué il faut recruter, nulle part cela n'est dit, parce que le travail là revient à la CENI. Bien. Voilà. Et dans ce sens-là, vous pouvez bien le comprendre, les deux pans, en tout cas des plus essentiels du rapport de l'audit du fichier électoral fait par les experts recrutés à cette occasion-là. Donc les équivoques levés ici par le président du comité technique d'audit de ce fichier électoral. Et ainsi, on va passer tout à l'heure au deuxième sujet, mais j'allais dire au troisième sujet, mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après quelques secondes de pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasselon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42 664 24 61 06. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous l'avez constaté déjà dans la première partie, l'invité du jour c'est M. Mamadi Troa Kaba. Il est juriste et président du comité technique d'audit du fichier électoral, acteur de la société civile bien sûr, et c'est à ce titre qu'il a été consensuellement, et j'allais dire même recruté bien sûr, pour être président de ce comité technique d'audit, et qui vient donc de lever un peu les zones d'ombre sur l'incompréhension ou les incompréhensions qu'il y a entre des acteurs de l'opposition et la CENI sur un certain nombre de choses, notamment le concept fictif. Y en a-t-il dans le fichier ou pas? Il en a parlé tout à l'heure. Et puis, le mode de recrutement d'un opérateur international, est-ce qu'il en faut ou pas? Est-ce que c'est obligatoire? Il a donc aussi donné son avis sur ce sujet. Et puis, on va parler cette fois-ci de journalistes, de médias, de liberté de presse.
notamment la loi L002 qui depuis est au cœur du débat. En ce moment, les journalistes, les professionnels des médias constatent que les magistrats se plaisent à mettre de côté la loi L002 qui régit le travail des journalistes, qui régit d'ailleurs, qui porte sur la liberté d'expression, la liberté de presse, j'allais dire, pour interpeller des hommes de médias. Est-ce une bonne démarche ou pas? Quel est le regard du juriste, Monsieur Mamadi Touakaba? Alors oui, quelle lecture vous faites de tout ça? Parce que vous avez suivi la dernière fois la marche de la colère des journalistes, et aujourd'hui il y aura la synergie de la colère aussi pour toujours dénoncer cette attitude des magistrats. Quel regard vous portez de juriste justement sur cette situation, de part et d'autre, hein, de la part des magistrats, mais aussi de la part des inquiétudes venant des hommes de médias? En effet, il faut dire que ces deux lois existent en Guinée. La loi organique L002 portant sur la liberté de la presse, votée le 22 juin 2010, et la loi L037 relative à la cybersécurité, qui est de 2016, du 28 juillet 2016. Ces deux lois existent en Guinée. Ces deux lois font partie de l'arsenal juridique de la Guinée. Mais la question simplement qui se pose et qui, ma foi, doit être aussi cernée, c'est que quand deux lois s'appliquent sur une situation, sur la même situation, il y a ce principe en droit qui dispose que la loi spéciale déroge la loi générale. Il faut appliquer ce principe pour que ce débat-là ne revienne plus. On a plusieurs fois évoqué ce débat. La loi spéciale déroge la loi générale. C'est-à-dire, ça veut dire, je donne un exemple facile pour la compréhension de nos téléspectateurs. Tout le monde connaît le code civil. Le code civil, c'est le code, c'est la loi qui régit nos rapports sociaux. Tout ce qui est lié à nous vivre ensemble dans la société, c'est le code civil. Vous avez le code de l'enfant. Alors, lorsqu'une situation porte sur l'enfant, eh bien, le code civil, certes, est la loi qui s'applique à tous les citoyens, y compris les enfants, mais vu que la question porte sur l'enfant, c'est le code de l'enfant qui s'applique. On ne saurait écarter l'application du code de l'enfant pour appliquer le code civil. C'est vraiment cet exemple facile-là pour dire donc que la loi sur la cybersécurité, il faut que je dise un petit mot. C'est une loi en quelque sorte générale. C'est une loi générale. Et c'est quoi cette loi-là? Cette loi, son objectif ou son objet, l'objet de la loi, c'est de définir les règles et mécanismes pouvant permettre à la République de Guinée de lutter contre la cybercriminalité. C'est ça l'objet de la loi. C'est de définir ces règles et mécanismes-là pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité. C'est quoi la cybercriminalité? La cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions pénales qui se commettent sur ou au moins d'un réseau de télécommunications ou sur un système d'information. Donc toutes ces infractions pénales qu'on peut commettre sur un réseau de télécommunications ou un système d'information, ces infractions pénales-là, c'est l'ensemble-là qui est appelé cybercriminalité. Quelqu'un se permet par exemple, de faire des films pornographiques, de porter atteinte à l'honneur des autres, ou de falsifier le compte bancaire d'une autre personne à travers l'outil informatique. C'est ça la cybercriminalité. Certes, le journaliste utilise les mêmes systèmes informatiques pour son émission, pour son travail, mais ce qu'il faut dire, lorsqu'une infraction ou un délit est reproché à un journaliste, pendant qu'il est dans l'exercice de sa fonction, on ne saurait appliquer la loi sur la cybersécurité qui parle des infractions commises sur l'outil informatique. C'est la loi sur la liberté de la presse. Elle traite spécifiquement les questions liées au métier du journaliste. Et alors que la loi sur la cybersécurité parle de toutes les... Moi, par exemple, je commets une infraction à travers mon ordinateur ou à travers un système informatique quelconque. La loi sur la cybersécurité s'applique à moi. Absolument. Vous, maintenant que nous sommes sur le plateau, les appareils que vous utilisez, c'est des systèmes d'information ou c'est un réseau de télécommunications. Mais lorsque vous commettez un délit maintenant, là, vu que vous êtes journaliste, vous avez le statut de journaliste, vous avez commis le délit dans l'exercice de vos fonctions, c'est la loi sur la liberté de la presse, liberté de la presse qui doit vous être appliquée. Parce que ça, c'est une loi spéciale qui tient compte de votre statut. De l'infraction. L'infraction qui est commise là était dans l'exercice des fonctions. Si vous quittez là, vous allez à la maison,
vous utilisez votre ordinateur et une infraction vous est reprochée, dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas invoquer la loi sur la liberté de la presse. Donc c'est bel et bien légitime qu'aujourd'hui les hommes de médias s'inquiètent, sonnent l'alarme, interpellent l'État et au plus haut niveau le président de la République pour que, et évidemment spécifiquement le ministre de la Justice, pour que les magistrats, en tout cas ceux-là qui utilisent cette loi de cybercriminalité pour interpeller les journalistes, fassent un peu la part des choses. L'aspect positif que je trouve dans ça, heureusement les journalistes ont fait le sitting et ils ont été entendus en partie. Parce qu'il y a un des leurs qui a été sorti du contrôle judiciaire. L'un des aspects ou l'un des avantages que je trouve, c'est que on est en train de vulgariser ces lois-là. Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que les journalistes eux-mêmes, les journalistes eux-mêmes ne maîtrisaient pas absolument le contenu de la loi qui s'applique à eux. Mais maintenant là, ça amène tout le monde à s'intéresser à ces deux lois. Donc c'est un aspect positif. Et j'ose espérer que cela peut être profitable à tous, que chacun fasse violence de respecter ces principes-là, la loi spéciale de la loi générale. Bien. Donc un délit de presse, on ne saurait appliquer une autre loi que la loi sur la liberté de la presse. Ça c'est un principe et il faut vraiment que le débat là ne revienne plus. Et l'avantage de la loi sur la liberté de la presse, c'est que c'est une loi qui dépénalise partiellement les délits de presse. Et ça aussi c'est à juste raison, c'est pas que c'est un privilège qui est accordé aux journalistes, moi je suis contre ça, ce n'est pas une faveur non plus, c'est parce qu'on estime que le journaliste, dans l'exercice de sa fonction, il y a des délits qui peuvent être commis alors qu'il n'est pas de mauvaise foi. Il a une source d'information qui n'est pas fiable, il diffuse l'information, d'abord il collecte, il traite, il diffuse, alors que c'est la source qui lui a induit en erreur. S'il faut l'envoyer en prison pour cela, je vois mal comment la démocratie peut prospérer. Et c'est là où c'est la deuxième peine pénale qui peut être appliquée aux journalistes, qui est l'amende. Parce que j'ai comme l'impression qu'on pense que l'amende n'est pas une peine pénale. L'amende est une peine pénale. Il y a l'amende, il y a l'emprisonnement, ou les deux à la fois. Mais pour le cas du journaliste, la privation de liberté est exclue. On ne peut l'appliquer que l'amende. Alors oui, donc il faut bien... C'est le regard du journaliste, parce que un peu de pédagogie pour tous ceux qui nous regardent, et surtout ceux qui sont des militants. J'ai l'impression aujourd'hui que certains politiciens travaillent à un peu faire détester l'homme de médias par les citoyens, en faisant croire aux citoyens que le journaliste veut se placer comme un super-homme, comme quelqu'un à qui la loi n'est pas appliquée, que le journaliste veut se montrer comme quelqu'un qui n'ira pas en prison. Alors, est-ce que vous voulez dire que cette loi sur la liberté de la presse permet justement au journaliste de ne pas aller en prison parce qu'il a fait il a commis un délit dans le cadre de son travail? Mais si le même journaliste, par exemple, à la maison, prenait un couteau et qu'il poignardait son rival, que le même journaliste bastonnait sa femme presque à mort, il ira en prison, parce que là on ne parle pas de journaliste. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le journaliste, c'est quelqu'un que même s'il tuait quelqu'un, il ne va pas en prison. Parce que là, je pense qu'il faut éclaircir cela. Tout à fait. Certains politiciens aujourd'hui, c'est comme s'ils disaient aux citoyens, non, eux, ils sont supérieurs à vous, quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas aller en prison à cause de cette loi. Oui, je suis d'accord, mais c'est fait à dessein. Moi, je trouve pas ça comme une chose peut-être involontaire, c'est fait à dessein. On sait bien que délit de presse, ça veut dire délit commis dans l'exercice de la fonction. Si vous commettez un délit en dehors de votre profession, eh bien, vous serez soumis à la même loi que les autres. C'est bien, je pense bien que c'est connu, mais c'est fait à dessein. Peut-être c'est une manière de tuer l'inertie des journalistes. Certes, on peut interpeller les journalistes face à leurs responsabilités, à l'éthique et à la déontologie de leur métier, mais il faut quand même comprendre que ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un privilège qui est accordé aux journalistes, c'est lié à la fonction qu'ils exercent, et c'est une loi. Et bien, dès lors que c'est une loi, on ne peut plus penser que c'est de l'aumône qui est fait aux journalistes. Non. Donc, cette façon de comprendre là, je pense que les politiques peuvent vouloir le faire à dessein. Sinon, ils savent bien qu'il s'agit d'un délit commis dans l'exercice de la fonction. Et ça ne veut nullement pas dire que le journaliste est supérieur aux autres. Non. Ce n'est pas le cas. Voilà. Et c'est lié. Il ne va jamais en prison. Non, il peut bien aller en prison, mais pas pour un délit qu'il a commis dans l'exercice de sa fonction. Il faut bien qu'on le sache. C'est l'autre peine qu'on peut lui appliquer qui est l'amende. Voilà. Et il faut aussi qu'on évite de croire que l'amende ne fait pas souffrir. On vous demande de payer 5 millions, 10 millions. C'est quand même, c'est de l'économie que vous perdez. Donc, il y a tous ces aspects-là qui doivent être cernés pour qu'on évite ces faits-là. Ça ne fait pas une bonne image pour notre nation, malheureusement. Et à chaque fois qu'on avance, on recule. Ça donne une mauvaise presse à la Guinée. Voilà. Merci, M. Mamadi, pour cette disponibilité. Et j'avoue que, en tout cas, sur la question concernant
l'audit du fichier, vous allez sans doute être encore sur les projecteurs puisque le débat revient, malgré que le travail d'audit est fini il y a plusieurs mois. Oui. Donc à chaque occasion, nous serons là. Aucun problème, ce serait un devoir. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.